Bonjour à toutes et tous. On va donc débuter cette session sur l'évolution des métiers et de l'organisation de la prise en charge des CRCM par le CRCM de demain. Et donc, tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, la parole est à Julie Asbart qui va vous présenter donc le projet Horizon. Donc, bonjour à tous, je vous remercie. Je vais me présenter très brièvement. Donc, je m'appelle Julie Asbart, moi je suis médecin spécialisée en santé publique et chercheuse à Lyon au sein d'un laboratoire de recherche INSERM qui s'intitule RICHET, qui est un laboratoire de recherche qui travaille sur l'amélioration de l'organisation des soins et des parcours patients. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui un projet qu'on va mettre en œuvre, donc qui va débuter prochainement et qui porte sur la réflexion autour de la nouvelle organisation des CRCM à l'ère des modulateurs du CFTR hautement efficaces. Donc, le contexte de ce projet qui s'intitule donc Horizon, vous le connaissez bien mieux que moi, mais donc on vit depuis 2020 maintenant une évolution, une révolution dans la prise en charge et l'accompagnement des patients atteints de mucoviscidose, avec une augmentation très rapide du nombre de patients qui sont traités et qui sont éligibles aux nouveaux traitements par modulateur hautement efficace, ce qui entraîne une évolution très rapide également des prises en charge et des pratiques au sein des centres CRCM. Donc, les premières données en vie réelle montrent, à partir des données ici que vous voyez du registre de 2021, une évolution rapide du nombre de patients traités et également des pratiques avec ici en orange le nombre de jours de cure d'antibiothérapie intraveineuse qui sont réalisés. Et on voit une chute très importante à partir de 2019 du nombre de jours de cure réalisés en CRCM. Et ce sont des données qui sont identifiées également au niveau international. Et il y a beaucoup d'autres pratiques et accompagnements des patients qui sont amenés à évoluer de manière très rapide. Et donc, ce que le projet Horizon a pour ambition de faire, c'est d'étudier ces évolutions de pratiques et d'organisation et d'accompagner les patients et les professionnels dans ces changements qui s'opèrent actuellement pour pouvoir construire ensemble un modèle qui réponde aux nouveaux enjeux. Donc, les questions qui se posent actuellement autour des pratiques en CRCM et de manière plus globale autour des parcours des patients suivis pour mucoviscidose, elles sont très nombreuses. Il y a, pour les personnes qui étaient à la session juste avant, beaucoup d'enjeux autour de nouveaux outils pour le suivi, avec des outils de télésuivi, de télémonitoring qui se développent et qui pourraient être des opportunités intéressantes pour proposer un suivi plus léger des patients ou les accompagner dans une autonomisation encore plus importante dans la gestion de la maladie. Il y a beaucoup d'enjeux autour des rôles et des missions des différents professionnels des CRCM, avec de nouveaux métiers qui peuvent être imaginés et puis de nouveaux métiers qui arrivent et dont les missions vont être également à dessiner. Par exemple, on a l'avènement des infirmières de pratique avancée qui sont aussi des personnes qui peuvent avoir des nouveaux rôles au sein des CRCM. Les enjeux autour des relations entre le CRCM et les structures de soins libérales, ambulatoires, avec les réseaux de soins, les médecins généralistes également, sont à repenser. Et beaucoup d'enjeux autour de l'accompagnement des patients, les programmes d'éducation thérapeutique, d'activité physique adaptée, et puis la relation patient-professionnel également, qui évolue et qui va être encore amenée à évoluer. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qui touchent différents profils, les patients, leurs proches, leurs familles, les professionnels de CRCM et également les professionnels de ville. Et donc, les objectifs du projet Horizon sont de co-construire avec ces différents acteurs un nouveau modèle d'organisation pour les CRCM et pour le parcours des patients, pour répondre aux nouveaux besoins des patients qui sont éligibles, mais également de ceux qui ne sont pas éligibles au traitement par modulateur hautement efficace du CFTR. Donc, cet objectif, pour pouvoir l'atteindre, on a différentes étapes qui vont être mises en œuvre et qui vont répondre également à des objectifs secondaires du projet. Des étapes qui sont en amont
de la construction de cette nouvelle organisation et qui vont permettre de décrire les changements qui sont déjà opérants. On le voit actuellement, il y a déjà des CRCM qui ont modifié leurs pratiques. Il y a des besoins, des attentes des patients et des professionnels qui commencent également à ressortir. Et donc, dans le cadre de ce projet, les premières étapes seront de décrire ces changements et puis de comprendre quels sont les besoins, les attentes des différentes personnes concernées. Et ensuite, une fois que l'organisation aura été co-construite, les autres objectifs sont de pouvoir étudier la faisabilité de cette nouvelle organisation qui va être proposée dans un échantillon de CRCM pilote pour la mettre en œuvre et étudier sa faisabilité, les effets sur les parcours des patients et les effets sur l'expérience des patients et des professionnels. Donc pour répondre à ces différents enjeux, on va mettre en œuvre un projet qui s'appuie sur différentes valeurs. La première valeur, c'est la participation, l'approche participative, avec l'idée qu'on ne peut pas construire un nouveau modèle de CRCM sans qu'il soit dessiné avec les acteurs qui sont concernés. Et donc par acteurs concernés, on entend bien sûr les professionnels, mais également les patients, leurs familles et les professionnels de ville qui peuvent être impliqués. Et également les décideurs, donc les personnes en charge de l'organisation des soins, donc aussi bien au niveau de la filière, mais également potentiellement les ARS ou le système de santé de manière plus générale. Deuxième valeur, c'est plutôt une méthodologie mixte qui associe à la fois des approches quantitatives, donc pour mesurer les choses, mesurer des phénomènes, des évolutions de pratiques, et des approches qualitatives, donc plutôt issues des sciences humaines, pour aller comprendre réellement les enjeux, les évolutions dans les perceptions, dans l'expérience et le vécu des personnes. Et puis, la dernière valeur, c'est le pragmatisme ou la démarche de recherche-action, c'est de construire un projet qui soit vraiment tourné sur la mise en œuvre dans les pratiques sur le terrain pour répondre aux besoins des acteurs. Et donc, pour répondre à ces différentes valeurs, il y a une méthodologie qui nous a semblé appropriée pour accompagner tout ce projet. C'est la méthodologie de l'intervention mapping. Donc, c'est une méthodologie de recherche sur l'organisation des soins et la santé publique qui est déjà utilisée pour construire des démarches en santé publique et qu'on souhaite mettre en œuvre ici pour le projet Horizon et l'adapter à notre problématique. L'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle est structurée en différentes étapes progressives et elle s'appuie vraiment sur la participation des personnes concernées à chaque étape pour définir l'étape suivante. Et donc nous, dans le cadre du projet Horizon, on va mettre en œuvre les 4 premières étapes que je vais vous détailler par la suite, qui permettront de comprendre les besoins, construire la nouvelle organisation et l'étudier dans un format pilote, donc plutôt restreint, avant de pouvoir la déployer sur un plus grand territoire. Et donc ce projet, il est soutenu par la filière Muco-CFTR et VLM, et donc il devrait commencer prochainement. Et pour compléter le financement et aller jusqu'à l'étude de faisabilité, on a soumis ce projet là tout récemment, début mars, à l'appel à projet PREPS de la DGOS. Donc ce sont les financements de recherche du ministère de la Santé qui portent sur des projets d'amélioration de l'organisation et de la performance des soins. Donc on espère avoir une réponse favorable d'ici la fin de l'année. Et donc, ce projet, comment il va se dérouler? La première étape, qui est une étape préliminaire, c'est la constitution d'un comité participatif. Donc, ce comité participatif, c'est un organe constitutif qui va être mobilisé tout au long du projet, qui habituellement est composé de 10 à 15 participants qui représentent vraiment toutes les personnes concernées que je vous ai déjà citées tout à l'heure. Et les objectifs de ce comité sont tout au long du projet de pouvoir contribuer aux réflexions, aux décisions sur l'avancée du projet, à l'interprétation des résultats et à la définition de la méthodologie pour l'étape suivante. Et donc ce comité participatif, en fait, il va s'articuler avec le comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, c'est un comité plus restreint qui est vraiment sur la construction du projet, le contenu scientifique. Et le comité participatif est un comité plus large qui va interagir avec le comité de pilotage pour interpréter les résultats et faire des propositions pour la suite du projet.
Et donc le professeur Rex, qui est l'investigateur coordonnateur de ce projet, est en cours de réflexion avec l'ensemble des acteurs pour constituer ce comité participatif. Et donc les personnes qui le composeront seront sollicitées à chaque étape du projet. Donc on anticipe au moins 6 réunions du comité qui nécessite un engagement donc, sur la durée, mais pour lesquels le travail sera préparé par le comité de pilotage qui accompagnera le comité participatif tout au long de ces réunions. Et donc, une fois que ce comité sera composé et sera effectif, on va commencer l'étude avec la première étape qui consiste à comprendre les besoins. Donc, c'est une étape vraiment capitale dans le projet parce que c'est ce qui va vraiment conditionner la suite. Et cette première étape, elle va faire en fait une cartographie, un état des lieux vraiment à 360 degrés de la problématique autour de l'organisation des soins pour les patients atteints de mucoviscidose à l'ère des nouveaux modulateurs. Et donc on va associer différentes approches pour vraiment avoir une compréhension approfondie des besoins et des attentes des différents acteurs. Et donc, vous voyez ici les différentes approches qui vont être mobilisées. La première, c'est un scan environnemental. Donc là, c'est plutôt sur la littérature scientifique, voir ce qui a été publié par d'autres équipes qui ont peut-être une antériorité plus importante que nous en France sur l'introduction de ces nouveaux traitements. Rechercher aussi les rapports, les recommandations qui ont pu être émises et puis auditionner des experts au niveau international pour voir ce qui se fait également dans d'autres contextes. Donc on a déjà pressenti ici différentes équipes, mais ce sera à retravailler avec le comité participatif. Ensuite, il y a un travail issu des indicateurs du registre qui va nous permettre de voir et de mesurer l'évolution des pratiques. Donc, comme l'exemple que vous voyez sur les cures d'antibiothérapie intraveineuse, on va vraiment analyser à partir de ces données toutes les évolutions, toutes les tendances dans les pratiques. Réaliser aussi une enquête nationale auprès des CRCM. Donc, vous allez tous être sollicités dans ce cadre-là. L'idée, c'est de recenser toutes les évolutions et toutes les innovations qui ont été mises en place dans les CRCM depuis l'introduction des modulateurs et identifier également les attentes, les craintes, les enjeux qui ont été soulevés par les différents centres. On va réaliser une enquête également chez les patients. Alors là, on a eu des échanges avec VLM qui réunit l'ensemble de ses adhérents en mai à Marseille et réalise des ateliers qui nous permettront d'avoir des données sur les attentes et les besoins des patients. Et à cette occasion, on projette également de proposer un questionnaire aux patients pour collecter des données directement auprès d'eux. Et enfin, la dernière étape de cette première phase est une étude de cas sociologique. Donc l'idée, c'est d'aller dans un échantillon réduit de CRCM, réaliser une enquête approfondie. Donc on n'a pas encore identifié les CRCM qui seront sollicités. Ce sera réfléchi avec le comité participatif. Mais l'idée, c'est d'aller dans la plus grande diversité, donc d'aller rencontrer des CRCM de grandes villes, de petites villes, des CRCM adultes, pédiatriques, etc., pour essayer de comprendre les différents enjeux auxquels font face les profils variés de CRCM. Et donc, il y a un sociologue des organisations qui se rendra sur place pendant plusieurs jours pour réaliser à la fois de l'observation et des entretiens avec des professionnels et des patients. Donc vous voyez que cette première étape, elle va être assez approfondie, elle mobilise de nombreuses approches. Et ensuite, la deuxième étape, c'est le travail du comité participatif. À partir de toutes ces données, l'idée est de réaliser une synthèse de tous les changements qui sont déjà en cours, des besoins des différents acteurs et de faire un premier cahier des charges de ce que pourraient être les évolutions du CRCM de demain. Et donc ce cahier des charges, ça va être des grandes propositions d'évolution autour des problématiques qui auront été soulevées.
Et ensuite, on passe à la troisième étape où là, on va mobiliser à nouveau un groupe plus large pour faire des ateliers ou des groupes de travail sur les grands thèmes qui auront été identifiés. Donc ici, je vous ai mis des exemples qui pourraient être pertinents, mais qui pourront être aussi différents en fonction des résultats de la première phase. On pourrait imaginer travailler sur adultes versus pédiatrie, le parcours des patients non éligibles, des patients qui ont été transplantés, travailler sur les relations et les missions entre CRCM et professionnels libéraux. Donc tout ça sera étudié par des groupes de travail dédiés qui, eux, vont affiner les propositions et les opérationnaliser en proposant, par exemple, l'utilisation d'outils de télésuivi, la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique spécifiques sur certaines nouvelles problématiques, etc. Et ensuite, avant de passer à la mise en œuvre, pour qu'il y ait un consensus vraiment de l'ensemble des personnes concernées, les propositions issues des groupes de travail seront mises en recommandation et soumises à un panel d'experts, donc avec une méthode de consensus Delphi, donc qui est en fait une enquête en ligne auprès d'un groupe d'experts où on demande aux personnes leur niveau d'accord par rapport aux propositions qui sont émises. Et donc l'idée, c'est d'affiner, de retravailler les propositions pour aboutir à un accord de la part des différents experts qui nous permettront d'avoir une proposition stabilisée, appuyée sur les besoins des personnes et validée par les experts au niveau national. Et ensuite, la dernière étape, qui est la quatrième, pas la cinquième, c'est la mise en œuvre et l'étude pilote. Donc, une fois que les recommandations auront été validées par consensus, on va sélectionner un échantillon de 4 centres volontaires pour expérimenter la mise en place de ces recommandations. Donc c'est une étude qui vise surtout à voir la faisabilité de mettre en place ces recommandations. Donc les critères de jugement seront surtout autour de l'acceptabilité, la mise en œuvre, l'adoption de ces recommandations par les professionnels et les patients, de mesurer l'effet sur les parcours de soins, sur l'évolution des prises en charge. Et après, on va aller explorer l'effet chez les patients en termes cliniques, de qualité de vie, d'expérience patient, et puis également chez les professionnels concernant leur satisfaction, leur épanouissement au travail et la qualité de vie au travail, et puis voir l'effet sur l'organisation et l'activité des CRCM. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape qui sera affinée en fonction de la nature des recommandations qui actuellement n'est pas encore connue. Et donc c'est l'objet de la demande de financement qui a été faite au PREPS récemment. Donc vous voyez que c'est un projet qui est assez ambitieux, qui vise à la fois d'améliorer l'accompagnement, la qualité de vie des patients et des professionnels. Et la méthodologie qu'on propose vise aussi à accompagner les changements qui sont déjà en route dans les CRCM avec des décisions informées par les besoins de l'ensemble de la population, d'accompagner le changement également, accompagner les patients dans l'évolution de leur parcours de soins et de leur parcours de vie, accompagner les professionnels dans l'évolution de leur mission et proposer aussi des parcours innovants. Après, il y a beaucoup d'enjeux devant nous qui ont déjà été évoqués puisque le projet a été présenté déjà à différentes instances, mais on a une diversité très importante des CRCM, des patients et de leur profil qu'il va falloir réussir à appréhender. Il y a également les réseaux et le milieu libéral et le terrain qui évolue constamment. Donc c'est aussi l'intérêt de la méthodologie qu'on propose, c'est de réussir à s'adapter aux évolutions en cours de projet. Voilà, donc le projet va débuter là, tout début avril. On aimerait commencer par valider le comité participatif et puis pouvoir faire la première enquête de besoins entre mai et novembre 2023. Donc on espère pouvoir vous présenter des résultats du projet lors de la prochaine session. J'ai cru comprendre que c'était tous les 2 ans. Donc on espère qu'à ce moment-là, on pourra vous présenter les résultats. Voilà pour la présentation. J'en ai terminé. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. On est dans le timing, donc je vais descendre pour prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. En attendant, on voit que sur la dernière diapo, les choses vont se faire en 1 an, donc c'est assez rapide. Malgré tout,
moi, j'ai l'impression qu'on a déjà, à juste titre, la pression des patients qui nous demandent de changer nos façons de faire des visios, etc. Est-ce qu'on peut commencer ou est-ce qu'on met tout en stand-by en attendant que le projet aboutisse ? Non, l'idée n'est pas de vous interrompre dans les évolutions, puisque justement la première étape nous permettra de sonder, de voir tout ce qui a été mis en place, voir ce qui répond aux enjeux et ce qui nécessite encore des évolutions. Donc il ne faut pas vous arrêter, mais par contre il faudra bien nous tenir informés des évolutions pour qu'on puisse voir la diversité justement des solutions qui ont été identifiées dans les CRCM. N'hésitez pas si vous... Oui, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous aviez réfléchi par rapport aux attentes des patients, comment vous allez aller chercher ça un peu, parce que les patients qui sont volontaires pour participer à des comités ou qui sont adhérents aux assos, c'est des patients souvent déjà qui investissent leur CRCM et qui ont des attentes. Il y a des patients qui ont moins d'attentes et ce serait bien de savoir ce qu'ils ont comme non-attente, je ne sais pas comment dire. Alors c'est vrai que la solution identifiée pour recueillir sur un grand nombre de patients les attentes, c'était via VLM. Donc on est conscient que ce sont des personnes qui sont déjà plus engagées ou qui ont peut-être des profils particuliers. Après, l'enquête sociologique qui va aller dans 8 à 10 CRCM a vraiment pour objectif aussi d'aller rencontrer des patients qui... je ne sais pas quel est le terme, lambda ou classique, pour vraiment, justement, c'est ce qui ressortait déjà des réflexions avec le sociologue, c'est qu'il y a des attentes et il y a probablement des personnes qui n'ont pas, enfin, qui ont moins d'attentes ou qui souhaitent rester comme c'est actuellement. Donc, c'est pour ça que c'est un projet qui a beaucoup d'approches différentes, parce qu'on veut vraiment ne pas rater les personnes de terrain également. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant parce que voilà, on vit une révolution. On se dit tous, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on change. Et puis là, on va avoir une trame, une aide, et c'est très bien que vous nous présentez ça. Et j'espère qu'on sera nombreux à participer. Donc maintenant, on va se connecter avec Toulouse, si j'ai bien compris. Bonjour, avec les infirmières coordinatrices, pour nous parler de l'évolution justement du métier de l'infirmière de coordination des CRCM depuis l'arrivée des modulateurs du CFTR. Oui, bonjour. Donc, merci à tous. Merci aux organisateurs de nous avoir permis de pouvoir maintenir cette présentation à distance. Donc, je vous présente ma collègue Claire Goutte, infirmière coordinatrice au CRCM adulte de Toulouse, et moi-même, Carole Lanibois, infirmière coordinatrice au CRCM pédiatrique de Toulouse. On n'oublie pas nos collègues qui ont participé au travail, Elisa Bertrand, infirmière, collègue de Claire, et Pascal Momus, mon binôme en pédiatrie. Voilà, donc nous, les deux représentations qui vont suivre vont parler du métier de l'infirmière coordinatrice et celle d'après du métier des infirmières en pratique avancée. Donc, on va voir qu'en fait, ce sont deux métiers bien différents, mais complémentaires, et que on pourra peut-être dans les CRCM de demain développer une collaboration IDEC-IPA. Voilà. Donc, du coup, pour introduire en fait quelques définitions de l'infirmière coordinatrice, alors on n'a pas de définition officielle, mais bon, du coup, et elles sont assez vastes. Donc, la première, c'est en fait quand on tape dans Google définition infirmière coordinatrice, voilà, on tombe sur celle-là en priorité. Qui dit que l'infirmière de coordination organise son travail en fonction des demandes et des besoins des patients en situation complexe et ou de leur entourage, quel que soit le service de l'hôpital, et elles assurent des fonctions transversales. La deuxième est issue de la circulaire 2001-502
qui est relative à l'organisation pour la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose et qui définit le rôle de l'infirmière de coordination comme le rôle essentiel dans la coordination des soins et l'accueil des familles. La dernière est issue du PNDS 2017 qui a été mis à jour en 2021, qui dit que l'infirmière coordinatrice organise et coordonne les soins, quel que soit le lieu de réalisation. Donc voilà, on voit que ces définitions sont bien vastes, mais qui finalement définissent bien le rôle de l'infirmière de coordination qui s'adapte un petit peu voilà, selon les besoins. Donc du coup, on va l'arrivée des nouvelles thérapies, en fait, qui favorisent l'espérance de vie et la qualité de vie des personnes atteintes de mucoviscidose, chamboule un petit peu la prise en charge de nos patients et l'organisation dans les CRCM, et notamment du coup le rôle de l'infirmière de coordination. Donc, on va revenir sur 20 ans de pratique en CRCM. Donc, du coup, depuis la création des CRCM en 2002, l'infirmière coordinatrice a un rôle prépondérant dans l'annonce, le dépistage et l'accompagnement de l'annonce diagnostique. La prise en charge des personnes à domicile, à l'hôpital, ainsi que la formation des intervenants intra- et extra-hospitaliers. Dans l'accompagnement du patient aussi et de ses parents en pédiatrie, bien sûr, dans tous ses projets de vie, que ce soit du PAI à l'école, côté professionnel, voyage, parentalité, déménagement. Elle a un rôle prépondérant aussi dans la mise en place de l'ETP, dans la réussite du transfert pédiatrie adulte vers chez les adultes ou vers un autre CRCM, dans la participation aussi au protocole de recherche clinique et dans la préparation à la greffe et au post-greffe. Actuellement, plutôt concernés sont les adultes. Voilà, le poste d'infirmière coordinatrice, il évolue et il s'adapte constamment depuis toutes ces années en raison de l'augmentation, comme je disais tout à l'heure, du nombre de personnes. Enfin, non, pardon. Il s'adapte depuis toutes ces années en raison de l'augmentation du nombre de personnes atteintes de mucoviscidose grâce à l'augmentation de l'espérance de vie, comme on peut le constater du coup sur le diagramme que vous avez sur ce diaporama, avec une nette augmentation des patients adultes. Donc, les infirmières coordinatrices ont dû également s'adapter, adapter leurs tâches en fonction du coup des locaux dont dispose chaque CRCM, des moyens actuels en connaissant les difficultés actuelles du système de santé. En fonction des CRCM, les infirmières coordinatrices sont amenées à faire parfois des tâches un peu différentes, des EFR, des chlorosudoraux, des LCI. Dans d'autres CRCM, ce sont des services à part entière qui s'en occupent. Voilà, donc ça peut être un peu différent. Ça peut être aussi, on s'adapte aussi en fonction du fonctionnement de l'équipe médicale, qui peut être un peu différent en fonction des CRCM, du nombre de patients accueillis et surtout des besoins des patients. Du coup, s'ajoute à cela l'arrivée des changements liés à l'arrivée des modulateurs. Du coup, on a eu en 2012, pardon, le Calideco, depuis une dizaine d'années, mais en fait, il y avait très peu de patients concernés. L'Orkambi qui est arrivé en 2016 pour les plus de 12 ans, en 2019 pour les 6-11 ans. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à constater une diminution des cures d'antibiotiques par voie veineuse. Et le gros changement, en fait, est arrivé sous Trikafta ou Kaftrio en parallèle du Symkevi en 2021 pour les adultes, enfin pour les plus de 12 ans, pardon, et en mars 2022, je crois, pour les 6-11 ans sous ATU, et en décembre 2022 en pharmacie de ville. Donc, au total, les modulateurs, ça représente 85% de la population atteinte de mucoviscidose éligible. Donc, maintenant,
on va vous présenter les nouvelles missions et je vais laisser la parole à ma collègue Claire. Merci. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter en fait les nouvelles missions qui sont apparues notamment avec l'arrivée de ces modulateurs. C'est des missions qui, tout d'abord, concernent l'accompagnement en fait de nos patients qui ne sont pas éligibles aux modulateurs. Voilà, faut quand même, voilà, l'annonce pour beaucoup d'entre eux est douloureuse et on se rend compte qu'on a dû modifier notre suivi, avoir un suivi quand même plus rapproché, notamment un suivi psychologique vraiment indispensable. C'est vrai que l'arrivée aussi de ces modulateurs a permis en fait de modifier l'annonce, notamment l'annonce diagnostique entre les patients qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas. Et donc, on a dû s'adapter, adapter notre discours aussi face à l'arrivée de ces modulateurs. Une grosse partie, notamment liée à notre rôle dans l'implication dans l'éducation thérapeutique, notamment dans le suivi en fait de nos patients. Donc, on se rend compte que nos patients, grâce à ces modulateurs, ont une amélioration de leur état respiratoire, de leur état nutritionnel, mais aussi de leur qualité de vie. Effectivement, c'est vrai que se pose la question des modalités de suivi. Notamment, beaucoup de patients nous font remonter quelles vont être en fait les modalités de suivi. Il a fallu s'adapter au niveau de l'alimentation, des nouveaux symptômes sont apparus. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'appels et de demandes liées aux effets secondaires des modulateurs et que souvent l'infirmière de coordination, vu que son rôle est de coordonner et de renvoyer vers les professionnels concernés, son rôle propre est de prendre ces demandes-là. Et donc, on se rend compte que les demandes ont vraiment augmenté liées à l'arrivée de ces traitements. Il y a aussi, on se rend compte que beaucoup de questions et de demandes, notamment par rapport au traitement de fond. Est-ce qu'on doit alléger ou pas le traitement de fond? On se rend compte aussi avec une baisse de l'observance de certains de nos patients et des nouveaux, ce qui est super, de nouveaux projets professionnels et personnels avec donc toutes les demandes en lien avec ces projets, notamment tout ce qui est reconnaissance sociale et aide à la réalisation de leurs projets, que ce soit voyage, maternité, parentalité, voilà. Qui dit nouveau traitement dit augmentation des protocoles de recherche clinique et en soins infirmiers. Donc, on se rend compte que là, l'infirmière de coordination, elle a son rôle dans le suivi des patients, notamment, elle a une participation dans les protocoles de recherche. Donc, on se rend compte actuellement que ça fait partie d'une des missions phares de l'infirmière de coordination. Son rôle aussi, c'est quand même de s'adapter à de nouveaux, notamment chez les CRCM adultes, on se rend compte que la cohorte, elle augmente. Donc, il faut s'adapter aux besoins de nos patients et on se rend compte qu'aussi notre cohorte, et ce qui est super, vieillit. Et donc, il y a toutes les nouvelles problématiques qui sont liées au vieillissement. Et effectivement, l'infirmière de coordination, elle se rend compte qu'elle est en train de développer des partenariats avec d'autres professionnels, notamment avec des rhumatologues, des centres antidouleurs, des cardiologues, des hématologues. Et donc, effectivement, ça, c'est une nouveauté depuis la création des CRCM où, justement, les infirmières de coordination les CRCM développent donc des partenariats avec d'autres professionnels qui sont notamment impliqués dans le vieillissement de la personne. Et aussi dans un partenariat aussi avec les pharmaciens, on se rend compte, et les officines de ville, les pharmaciens hospitaliers. Effectivement, qui dit nouveau traitement, dit risque d'interaction, dit effet secondaire, et on se rend compte que beaucoup de patients sont très en demande de est-ce que j'ai droit ou pas à tel traitement, est-ce que voilà. Et donc c'est vrai voilà, l'infirmière de coordination prend énormément de demandes et va gérer et va se retrouver dans cette gestion de l'automédication avec notamment les thérapies complémentaires et l'homéopathie, voilà, les infusions. Voilà. Tout ceci aussi avec le développement de la télémédecine au sein des hôpitaux.
Donc, on se rend compte que on a eu des mises en place d'aide, en fait, de suivi via des outils connectés, notamment le Spirotel. Donc, voilà, donc ça, c'est une nouveauté. À la création des CRCM, ça n'existait pas. Et encore, bon, mais ça, j'en avais parlé tout à l'heure, toujours cette place quand même majeure de l'ETP, parce que qui dit nouveau traitement a dû nécessiter à ce qu'on se forme en fait à ce nouveau traitement et notamment qu'on modifie nos programmes d'éducation thérapeutique en incluant justement les modulateurs et donc en créant des outils et travaillant notamment en collaboration avec notamment le GTEM. Donc, effectivement, quand on voit tout ça, on se dit beaucoup de nouveautés. Et comment, en fait, comment se réorganiser, comment pouvoir, en fait, comment l'infirmière de coordination, elle peut en fait, maintenir en fait son rôle de coordination et le faire évoluer. En fait, c'est vrai qu'on se rend compte aussi que c'est un peu notre rôle. Il faut qu'on s'adapte. Notre but premier, c'est quand même toujours s'adapter aux besoins de nos patients. Et c'est vrai que, notamment impulsé par d'autres changements, ce que j'en parlais tout à l'heure, impulsés par les pouvoirs publics, notamment avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2009, qui était sur la réforme de l'hôpital, qui parlait qu'il fallait développer la télémédecine, dont notamment l'infirmière de coordination pourrait avoir un rôle important, notamment dans la télésurveillance. Avec aussi la loi sur la création des protocoles de coopération entre professionnels de CRCM, qui en plus a été réactualisée en 2019, qui pourrait du coup permettre en fait à l'infirmière de coordination de pouvoir créer des protocoles de coopération en lien avec tous les professionnels du CRCM pour pouvoir le but toujours de sécuriser la prise en charge de nos patients. Et surtout, la grande nouveauté, c'est la création en 2016 du statut d'infirmière de pratique avancée. Effectivement, avec en plus, on le voit là, avec le CRCM de demain, pardon, et notamment de nouvelles collègues infirmières de pratique avancée qui ont fait leurs premiers pas dans les CRCM, on se rend compte que quand même, le CRCM de demain, il a un souhait et une envie quand même d'intégrer ces infirmières de pratique avancée. Et effectivement, on se rend compte que pourquoi pas développer un partenariat infirmière de pratique avancée et infirmière de coordination, tout ça dans le but de toujours évoluer et d'être en fait toujours auprès du patient et de pouvoir sécuriser en fait la prise en charge de nos patients. Donc, pour conclure, on est quand même encore qu'au début, je pense, des changements, des changements liés aux modulateurs. On sait que d'autres traitements vont arriver, avec certainement des effets actuellement qu'on ne connaît pas. Et donc, on a tout à apprendre encore actuellement. On se rend compte que quand même l'infirmière de coordination, elle a sa place et qu'elle elle a un poste en fait phare dans la prise en charge et dans le suivi de nos patients. Et c'est sûr qu'il faudra quand même être vigilant sur justement le changement aussi de comportement de nos patients, notamment ceux qui vont bien, entre guillemets. C'est vrai que par rapport à des modalités de suivi, c'est sûr qu'il faudra s'adapter peut-être plus tard pour voir. Et pourquoi pas justement avec tous ces nouveaux dispositifs mis en place, développer des partenariats toujours dans l'esprit de sécuriser et de répondre aux besoins de nos patients. Voilà. Merci pour cette présentation qui rappelle effectivement que les CRCM ont su s'adapter depuis leur création à de nombreuses phases et qu'on est face à une nouvelle, que les infirmières coordinatrices aussi ont su s'adapter, qu'elles ont toujours de nombreuses missions, même si elles évoluent, vous le rappelez. Et donc peut-être que par rapport à cette présentation, vous avez des questions.
à poser aux infirmières de Toulouse qui ont mené déjà cette belle réflexion? En attendant que les questions arrivent potentiellement, parce que j'imagine bien qu'il y a des infirmières dans cette salle qui est bien remplie. En fait, au moment où les modulateurs sont arrivés, je pense que certains ont eu des craintes en se disant « Super, on a un traitement miracle, il n'y a plus rien à faire pour les mucos, on va réduire les effectifs, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. » Quand on voit toutes les nouvelles missions qu'il y a, alors peut-être on est certes sur la phase encore d'apprentissage, mais il y a vraiment beaucoup à faire encore pour tout le monde. Hein. On est encore dans la découverte et tout n'est pas installé. Et puis surtout, ne pas oublier les patients qui ne sont pas éligibles, parce que c'est vraiment dur pour eux. Ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils voient ce qui se passe, et je pense qu'ils demandent 2 fois plus d'énergie et de temps. Questions, des réactions? Pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas. On a l'œil, on surveille les questions. Oui, parce que pour l'instant, les questions qu'on a, c'est sur les rhinolaveurs. Donc, je pense que c'était de la session de ce matin. De décalage. Oui. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être pouvoir laisser la place à nos collègues infirmières en pratique avancée pour leur présentation. Tout à fait, merci beaucoup. Voilà, donc il y a des IPA de mucoviscidose en France. Pour l'instant, elles se comptent sur les doigts d'une main. Elles sont toutes là pour vous aujourd'hui, donc je leur laisse la parole. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Alors bonjour. Donc tout d'abord merci pour l'invitation à participer. Je me présente, je suis Céline Rebaud, je suis IPA au CERSEM adulte de Nantes depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Et je vais également vous présenter Nadège Goriot-Reynaud qui est IPA au CERSEM mixte de J1, qui est là, ici présente, donc depuis bientôt 2 ans. Et enfin, Suzy Gonsaume qui est là et qui est IPA depuis 3 ans à peu près au CERSEM pédiatrique de Robert Debré. Donc pour le moment, il y a 3 IPA au niveau national dans les CERSEM. Je sais qu'il y en a une qui finit sa formation, là, qui est sur Lyon. Donc voilà, ça va augmenter progressivement. Alors tout d'abord, un petit mot sur l'organisation de la formation d'IPA. C'est une formation universitaire. Donc on peut faire la formation à la suite de notre diplôme d'état d'infirmière ou bien travailler pendant plusieurs années dans les services. Après, la condition pour travailler en tant qu'IPA, c'est d'avoir exercé au minimum 3 ans en tant qu'infirmière. L'accessibilité se fait soit en formation initiale ou bien en formation continue. La formation peut se faire à temps plein ou en alternance. Alors, il y a déjà une première année, donc la formation dure en tout 2 ans. Dans la première année, il y a donc différents cours, comme la sémiologie, la recherche, des notions en sciences infirmières également. Il y a des cours sur l'éducation thérapeutique, pour ceux qui n'en ont pas fait, et même pour les autres, hein, tout le monde fait ces cours. Il y a des cours de santé publique, et il y a aussi de la clinique. Et il y a également un stage de 2 mois à faire dans un service. Alors après, tout dépend des universités, mais moi j'ai fait mes stages, mon stage de 2 mois en fait dans des services hors mucoviscidose. Ensuite, la deuxième année est une année de spécialisation. On va choisir une mention. Donc il y en a 5 à ce jour. Il y a les pathologies chroniques stabilisées, prévention et pathologies courantes en soins primaires. Alors, ça regroupe les pathologies chroniques stabilisées regroupent 4 types de pathologies, neurologiques, cardiologiques, pneumologiques et puis endocrinologiques. Il y a également l'onco-hématologie, il y a la néphrologie, la dialyse, la transplantation rénale, la psychiatrie santé mentale et récemment, depuis 2022, la mention urgence dans certaines facultés.
En deuxième année, alors, excusez-moi, dans les pathologies chroniques stabilisées, donc il y a un différent listing de pathologies. Donc il y a les pathologies neuro comme l'AVC, les cardiopathies, artériopathie chronique, le diabète de type 1, type 2, maladie de Parkinson, Alzheimer et haute démence, l'épilepsie. Et nous retrouvons également l'insuffisance respiratoire chronique, qui comprend la BPCO et l'asthme. Comme vous pouvez le voir, la mucoviscidose n'en fait pas partie, mais c'est par le biais de l'insuffisance respiratoire chronique que nous avons inséré la formation. Donc, dans cette deuxième année, il y a des cours aussi, donc une partie clinique, une partie recherche, qui est d'ailleurs sanctionnée par un mémoire de recherche à élaborer en fin d'année. Il y a également un stage de 4 mois réalisé. Alors pareil, là, tout dépend des facultés, mais pour moi, il m'a été demandé de faire mon stage dans le CERSEM où je travaille. Ça me permettait de mettre en pratique tout ce que j'avais appris et puis de commencer à mettre en place mon poste. Enfin, alors ce que je voulais vous dire, c'est que le coût de la formation était variable aussi d'une université à l'autre. Hein. Par exemple, à Marseille, les 2 ans de formation coûtent un peu plus de 10 500 €, alors que sur Nantes, c'est plutôt aux alentours de 8 400 €. Cette formation est sanctionnée donc par un diplôme d'état d'infirmière en pratique avancée au bout des 2 ans, et c'est un grade master. Alors maintenant, je vais vous parler du rôle de l'IPA. Alors, le message clé pour vous parler de ces différentes activités, différents rôles, c'est son autonomie. Effectivement, l'IPA est autonome pour gérer une consultation avec le patient. Elle peut faire donc son interrogatoire, son entretien, l'anamnèse, faire l'examen clinique et également elle peut interpréter les données des examens complémentaires comme les EFR ou les bilans biologiques ou encore la radio pulmonaire. Elle est en mesure de renouveler et d'adapter les thérapeutiques en cours. Donc, c'est le renouvellement de l'ordonnance du traitement global du patient. C'est également le renouvellement de l'ordonnance de Kaftrio sur l'ordonnance d'exception. Par contre, ce qu'elle ne peut pas faire, elle ne peut pas renouveler, par exemple, les ordonnances de kiné respiratoire, ni faire de bons de transport. Voilà, c'est pas très logique, mais voilà. C'est trop dommage. C'est le cas pour l'instant. Alors, dans le cas des adaptations de doses, elle peut effectivement, avec le patient, adapter les doses extra-pancréatiques. Au niveau du diabète, elle peut être en mesure de renouveler, d'adapter les doses d'insuline. Donc, voilà, elle a cette possibilité-là. Donc, elle renouvelle les ordonnances en son nom, c'est de son entière responsabilité. Elle assure également l'évaluation de l'observance, de la tolérance et de l'efficacité du traitement du patient. Elle est en mesure donc de dépister avec le patient les effets indésirables, de trouver des solutions pour essayer de remédier à ces effets indésirables, également quand cela est possible. Elle peut également faire des évaluations grâce à des échelles. Je pense à l'échelle de la Disney ou l'échelle de Borg, par exemple. Elle fait le suivi des patients via des examens complémentaires. Elle peut demander, par exemple, à ce qu'une ostéodensitométrie soit réalisée, ou bien un scanner thoracique, si ça fait longtemps qu'il n'a pas été fait. Et aussi, elle est en mesure de suivre le dépistage des complications du patient. Moi, je pensais, là, au niveau du diabète, parce que je m'en occupe comme Nadège. Par exemple, je peux faire le bilan annuel du patient, faire le test de la sensibilité avec le monofilament, évaluer l'état cardiovasculaire, et puis également prescrire un fond d'œil pour le suivi. L'IPA définit et met en œuvre le projet de soins du patient. Donc le projet en termes de suivi, de rencontre avec un autre paramédical. Ça peut être également un projet de vie du patient qui doit par exemple faire un voyage, etc. Ça peut être de la coordination de soins si le patient a besoin de mettre des choses en place à domicile. Donc c'est très varié. Elle peut orienter directement vers un spécialiste ou
le service d'hospitalisation quand cela le nécessite. Parce qu'en fait, l'IPA, elle suit les patients stabilisés, comme je vais vous le dire un peu plus tard également, mais quand il y a un problème aigu qui est détecté, elle est en mesure de prescrire les examens complémentaires face à ce problème aigu, et puis de faire des hypothèses de diagnostic et d'en référer directement au médecin, qui lui va valider ou pas voilà, ce qu'a dit l'IPA, ce qu'elle a mesuré. Elle a des actes de télémédecine, alors comme on vient de le voir tout à l'heure, par exemple par rapport à la télésurveillance. Alors, je parle toujours dans le cadre du diabète, l'IPA est en mesure de pouvoir gérer à distance les enregistrements de glycémie des patients et puis de pouvoir lui apporter une réponse par téléphone ou par mail et puis de prendre des décisions avec le patient concernant son traitement. Enfin, la démission transversale comme l'enseignement dans les écoles, à l'université, auprès des pairs. Elle peut assurer des formations auprès d'autres équipes, des équipes, et elle peut participer à l'analyse des pratiques professionnelles. Enfin, elle a aussi une action dans la recherche donc paramédicale ou en sciences infirmières. Donc, elle doit s'inscrire ou continuer de s'inscrire dans cette démarche en pratiquant par exemple de la veille bibliographique, revue de la littérature ou s'inscrire dans des projets. Alors, voici quelques conseils pratiques pour une implantation réussie. Effectivement, c'est un projet qui s'établit en amont. On identifie déjà les besoins de la population, enfants, adolescents ou adultes. Les besoins aussi des médecins, est-ce qu'ils ont besoin d'une IPA par rapport à leur charge de travail? Comment l'IPA peut aussi les libérer de cette charge en partie et des besoins du personnel. Ensuite, c'est un projet qui se construit en équipe. En effet, même si c'est un projet qui au départ peut s'avérer personnel, il se construit avec le médecin et puis aussi avec nos collègues infirmières coordinatrices. Il y a besoin du soutien institutionnel parce qu'il y a le coût de la formation à gérer. Là, il faut anticiper le départ de l'agent pendant 2 ans, assurer son remplacement. Et puis, c'est aussi de réfléchir à l'obtention d'une garantie de poste au retour de l'agent. Et puis, on peut commencer à réfléchir à ce moment-là à comment rédiger la fiche de poste, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, et puis ainsi que le protocole d'organisation, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand l'IPA est connu des médecins, eh bien, il y a un lien de confiance qui est déjà établi, et donc l'implantation est plus facile également. Au cours de la formation, l'important, c'est de rester en contact, parce qu'effectivement, l'équipe et la personne en formation évoluent ensemble. L'étudiante IPA, quand elle va faire son stage, par exemple au CRCM, eh bien, elle va commencer à mettre en pratique déjà ce qu'elle a appris. Elle va commencer à mettre en place son futur poste, évaluer les besoins dans divers domaines, matériels ou autres, et patients. Et puis l'équipe, c'est à travers les échanges que l'équipe va évoluer avec l'étudiante IPA. Et puis ça permet de faire évoluer le projet. Et à la suite de la formation, donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'inscription est obligatoire à l'ordre des infirmiers pour exercer. Pour moi, il ne nous a pas été demandé à Nantes de obligatoirement s'inscrire pour la formation, mais en tout cas pour pouvoir exercer par la suite. Il y a la rédaction de la fiche de poste à faire, mais comme dans tous les services. Et puis, donc, il y a la signature du protocole d'organisation entre le médecin et l'IPA. Alors, qu'est-ce que stipule ce protocole d'organisation? Il stipule les modalités de suivi de patients. Donc, ce sont des patients complexes qu'on va prendre en charge, mais qui sont stabilisés, sous modulateur ou non, mais principalement sous modulateur. Il faut recueillir aussi le consentement du patient. Effectivement, le patient est en droit de refuser le suivi par une IPA. Le protocole d'organisation stipule également le retour du patient vers le médecin avec l'identification de signes d'alerte. Il stipule également les modalités d'échange entre le médecin et l'IPA, modalités d'échange et de transmission. Et il peut aussi stipuler le fait de réaliser un rapport annuel d'activité pour évaluer notre activité.
Alors, ce que l'on voulait vous dire pour conclure sur ce nouveau métier et sur cette formation qui, nous pensons, va avoir sa place au sein des CRCM et puis en collaboration avec toute l'équipe et en complémentarité avec les IDEC, c'est que pour nous, déjà, ça nous a apporté un nouveau souffle. Voilà. On est dans la mucoviscidose, mais aussi nous, ça nous a apporté un nouveau souffle. C'est un nouveau métier. Ça nous a donné envie de progresser dans notre carrière, donc évolution de carrière, effectivement. Ça a alimenté aussi notre curiosité intellectuelle, parce que même si nous sommes spécialisés dans la mucoviscidose, et puis pour Nadège et moi-même dans le diabète de la mucoviscidose, on a eu aussi des cours en neurologie, en cardiologie, et qui d'ailleurs peuvent nous servir, par exemple la cardiologie pour le diabète, pour le suivi du diabète. Ça a été une évolution aussi sur le plan clinique pour nous. Ça nous a apporté des nouvelles compétences. Ça a permis une collaboration encore plus étroite avec le médecin. Et puis, comme je vous le disais déjà, ça nous permet d'avoir une autonomie. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander donc aux deux autres IPA de vous rejoindre. Voilà. Et puis, on est à votre écoute pour des questions. Bonjour. Moi, je voulais dire que j'ai la chance de travailler avec une IPA et je serai aussi là pour répondre à vos questions en tant que médecin parce que, en fait, ce qui est très important, c'est à la fois la relation de confiance et puis ce qu'on a décidé de mettre dans le contrat initial. Voilà. Hein. Donc, comme elles vous l'ont dit et présenté, ce sont des patients stabilisés. Maintenant, un patient qui est censé être stabilisé et aller bien, il peut venir à la consultation et puis présenter un problème aigu, auquel cas, il faut être disponible pour son IPA. Et après, chacun définit, et je sais que même parmi vous et parmi les autres médecins, c'est différent, les modalités de validation, d'échange, etc. Nous, par exemple, on a décidé que Nadège, en l'occurrence, puisque c'est elle voit les patients, elle fait les comptes rendus, elle fait le PMSI. Mais en fait, les comptes rendus, après, ils basculent dans mon parapheur électronique. On en a parlé avant et c'est moi qui les relie et qui les valide. C'est pour être sûr d'avoir eu toutes les informations, y compris la biologie, etc. D'autres fonctionnent différemment puisqu'elles ont de l'autonomie. Mais voilà, c'est assez ouvert, mais il faut juste au départ avoir défini précisément les choses. Comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Et moi, je voulais vous rajouter que c'était un très, très beau métier et je vous encourage, si vous avez envie de progresser, d'apprendre, à vraiment le faire. Mais sachez que vous n'allez jamais arrêter d'apprendre parce qu'on ne s'arrête jamais. On est sans cesse en quête d'avoir quelque chose parce que quand on était IDEC, on avait envie d'aller plus loin, mais quand on est IPA, quand on se trouve face à un problème, de suite, on va chercher dans la littérature ce qui se fait, puis on a envie d'aller encore plus loin, et on est sans cesse dans cette quête de recherche, d'avancer et de progresser. Donc le quiz de cette semaine, c'était docteur, ce patient, il a une hypophosphorémie, pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais, etc. Voilà, la parole est à la salle. Oui, deux petites questions. Philippe Rex, pédiatrie Lyon. Donc effectivement, on a une infirmière qui est actuellement en formation, qui va terminer sa première année. C'est une formation quand même qui est très prenante. Hein. Il faut être averti, et Claudie, pour la nommer, et moi également, je n'étais pas tout à fait au courant du détail. Elle ne regrette pas, mais c'est vrai que c'est un engagement qui est vraiment important. Deux petites questions. La première, d'abord, quelle est l'acceptation soit des enfants en pédiatrie, Suzy, soit des adultes, à être suivis par l'IPA, et comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous alternez éventuellement avec les consultations médicales, mais comment finalement les gens le perçoivent? Est-ce qu'il y a des réticences de la part de certaines familles ou de certains patients? On a fait un sondage. Justement, à l'occasion d'une autre présentation, on a voulu interroger un petit peu nos patients, et c'est vrai qu'on a eu un retour extrêmement positif, tant sur la qualité de la consultation en tant que répondre à leurs problématiques, évaluer leur état de santé, que
sur la façon dont on les aborde. Ce qui revenait souvent, c'était, voilà, on parle avec des mots simples, le temps de disponibilité, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont faites différemment d'une consultation médicale à une consultation IPA et qui apportent une plus-value. Mais voilà, ils restent aussi attachés à ce regard médical sur leur évaluation au sein des CRCM. Mais voilà, c'est une complémentarité, j'ai envie de dire. Et donc globalement on a des retours très positifs. C'est jamais du 100%, hein, on est d'accord. Il y en a pour lesquels ça peut ne pas convenir et c'est pour ça que les CRCM doivent rester voilà, vigilants aux demandes de chacun et être capables de s'adapter comme on l'a vu. La question elle est posée au patient mais pas par l'IPA. Elle est posée par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux un suivi par une IPA? Voilà. Aujourd'hui, oui. Moi, j'ai vu les résultats du questionnaire, puis d'autres aussi l'ont vu. C'est un peu dur pour les docteurs, hein, puisque... Non, mais au moins, elles, on comprend ce qu'elles nous disent. Voilà, hein, première chose. Et après, je dois vous dire aussi que parfois, certains patients disent « Mais est-ce qu'on est obligé de voir le docteur ?» Alors bon, nous, on a décidé... C'est pas tous, mais il y en a quelques-uns. On a décidé qu'au moins... Une fois par an, pour le bilan annuel, c'était obligé de voir le docteur, oui. Tout à l'heure, vous parliez de la formation. C'est vrai qu'elle est très, très prenante. Et quand vous dites pour vous aussi, quand on fait notre formation, le médecin avec qui on va travailler après, il est aussi dedans. Bien sûr. Parce que dès qu'il y a quelque chose, on se retourne vers lui. Et moi, je pense que Laurent Mély, il a partagé ma formation autant que je l'ai partagée. Nous, à Marseille, on n'a pas le droit de réaliser notre stage de 4 mois dans notre service. Et ils ont décidé qu'en fait, on passait en neuro, en cardio, en pneumo et j'en ai oublié un. Vasculaire. Vasculaire. Et qu'on passait une clinique au même titre que les externes. Donc, en fait, on passe la même clinique que les externes. Et je vous assure que ce qu'ils nous demandent, parfois, je ne critique pas mon chef de service, hein, mais quand je lui envoyais les questions qui m'étaient posées en pneumo, je vous assure que c'était quand même très compliqué. Ils nous mettent... voilà, c'est pas si facile qu'on le pense. C'est vraiment un gros travail. Hein. Non, mais c'est un nouveau métier hein, pour la profession d'infirmière et c'est vrai qu'on sent quand même que globalement on est attendu au tournant. Donc il y a une grosse pression et cette formation elle est extrêmement exigeante. Oui. On a vraiment du temps pour les questions. Il y en avait une au fond, et puis après, on reviendra bien sûr à Isabelle devant. Je suis Odile Alcaraz, je suis une patiente. Et en fait, je vais vous donner mon témoignage. En fait, je suis suivie au CRCM de Gien. Et effectivement, comme disait tout à l'heure Laurent, les patients, ils veulent plus voir le docteur. C'est pas qu'ils veulent plus voir. En fait, on a décidé, même en discutant avec l'infirmière coordinatrice, avec Nadège aussi, que je le voyais au moins une fois par an quand même. Et en fait, le vécu que j'ai, c'est que les infirmières, on les connaît depuis souvent très longtemps. On a suivi... et en fait, on se confie aussi beaucoup plus sur certaines pathologies, sur certaines choses qui peuvent nous arriver, sur certaines choses qu'on vit. Et en fait, ça fait une relation supplémentaire et c'est un métier différent aussi que même moi, en tant que patiente, je découvre quand je suis en consultation. Et quand je rentre à la maison, mais de toute façon, mes ordonnances sont exactement les mêmes qu'avant. Enfin, quand il y a des changements à faire, j'ai eu un souci avec le diabète ou quoi, il fallait changer mes traitements. Et puis Nadège a tout validé. Quand j'ai vu Laurent derrière, quelques mois après, il a revalidé ce que Nadège avait donné. Donc, en fait, pour nous, ça n'a pas changé. Ça a juste le côté où on a peut-être aussi plus de temps pour nos rendez-vous. J'ai eu cette impression-là où, avec un médecin, on a des fois un peu moins de temps qu'on prend avec l'IPA. Et pour nous, en tant que patients, je trouvais que c'était super important. Voilà, je voulais juste donner ce petit témoignage. Merci Odile. Merci Isabelle. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question est de savoir si votre fonction s'est rajoutée au CRCM ou s'est substituée à votre ancienne fonction d'infirmière coordinatrice. Je crois que c'est un peu différent pour chacune en fait. Voilà, c'est ça. Nous, clairement, on travaille à flux tendu puisque à la fois on a perdu du temps infirmier et du temps médical. Donc voilà, il y a toute une réorganisation des tâches à se partager. Et,
on espère voir évoluer les choses et avoir un poste de coordination se créer, parce qu'on voit bien que les missions, elles ne peuvent pas se superposer de façon indéfinie. Alors, pour moi, c'était une évolution de mon poste. Et alors là, depuis que j'ai commencé à travailler en tant qu'IPA, je fais quelques consultations en autonomie, mais il manquait un temps de coordination de soins là, qui a augmenté depuis le mois de mars. Donc à terme, je vais pouvoir faire progressivement plus de consultations d'IPA. Donc un peu moins de coordination de soins à côté. Mais ça s'articule bien avec mes collègues parce que j'ai l'impression que ça se fait à la fois, comme je vous dis, progressivement, puis naturellement. Donc chacune trouve ses nouvelles fonctions. Voilà. Et bien moi, je fais quasiment plus de la coordination. Je suis quasiment à 95% IPA. Pour la simple et unique raison qu'il y a un médecin qui est parti en janvier de chez nous et que le docteur Mélis s'est retrouvé quasiment seul à faire de la mucoviscidose. Donc du coup, mon implantation a été facilitée. Ceci dit, ma collègue, quand elle part en vacances, c'est moi qui la remplace. Et c'est un des points difficiles pour les patients à l'heure actuelle, c'est quand ils font un hôpital de jour où ils me voient moi en tant qu'IPA, puis après en tant qu'IDEC, ils n'arrivent pas forcément à distinguer les deux, et ça, ils nous l'ont fait remonter. Mais sinon, moi, je fais quasiment que IPA. Bonjour, je vais poser un petit peu la question qui fâche, mais quel salaire vous avez gagné en faisant cette formation de 2 ans? Une prime brute de 180 € depuis avril dernier. On a quand même une grille salariale qui est différente de la grille infirmière, qui est effectivement pas à la hauteur de nos attentes, et vient se rajouter en effet cette prime de 180 €. Voilà. Mais c'est une prime. Et l'exposition judiciaire, parce que c'est quand même. Vous disiez que vous étiez responsable de vos ordonnances, mais du coup, au niveau assurance et tout ça, ça marche comment? Enfin, nous, aux Hospices Civils de Lyon, on nous a demandé de prendre une assurance au même titre que les médecins prennent une assurance. Et du coup, on paye une assurance individuelle qui est à l'année, qui n'est pas très très chère. Hein. Je crois que c'est 100 € par an à peu près. Je vous avoue, j'y avais pas réfléchi, mais je vais changer. Je vais adhérer. Moi, je n'ai pas d'assurance. Non, c'est notre entière responsabilité, monsieur. Non, en fait, quand je rédige mon ordonnance... Ce n'est pas un protocole de coopération. C'est pas un protocole de Je suis coopération. d'accord, mais parce que normalement, quand vous êtes IPA, vous respectez les procédures qui ont été mises en place au sein du CRC. Il n'y a pas de procédure. Eh ben, c'est pas tout à fait normal. Voilà. Je pense que vous confondez avec le protocole de coopération, où là, les procédures sont claires et c'est pour des tâches précises. Je ne confonds pas du tout, parce que vous êtes infirmière de pratique avancée. Et en fait, une infirmière de pratique avancée peut avoir de multiples tâches selon les spécificités de la spécialité, etc. etc. Et normalement, quand vous êtes IPA, vous rentrez dans un projet médical. Et donc, dans ce projet médical, il y a une définition exacte de ce que vous pouvez faire. Il y a un décret de compétence. On a un décret de oui, compétence ça, qui nous est propre. Oui, comme on a un décret de compétence et dedans, on oui, mais travaille ce que je veux dire, c'est que vous autonomie. n'êtes pas toute seule. Vous êtes non, dans le cadre d'une équipe. Bien sûr. Et c'est l'hôpital vous protège. Oui, je me sentais pas en insécurité en exerçant. C'est pour ça que j'ai pas encore. Mais effectivement, c'est une réflexion à mener. C'est vrai qu'à l'hôpital, du coup, on se sent pas seul du tout parce qu'on travaille en équipe. Mais on peut aussi être amené à faire une erreur et du coup, on peut se retrouver, comme tout professionnel de santé, avec des problèmes juridiques derrière. Donc nous, c'est pour ça qu'il est demandé à ce qu'on ait une assurance. Il y a une question au fond, à droite. Non, c'était là. Pardon, j'ai dit au fond à droite, mais au milieu à droite. Pierre Foucault, vous revenez à la mucoviscidose. Un petit commentaire, évidemment, la plus-value est telle en matière de qualité des soins, en matière de sécurité des soins, en matière de gestion des ressources humaines, que l'association promeut, soutient financièrement les postes en question. Alors, je n'ai plus en tête ce que nous avons financé. Je me souviens que le remplacement sur Nantes
durant la formation de l'IPA a été financé par Vaincre la mucoviscidose. Je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler. Et en tout cas, sachez que nous sommes tout à fait mobilisés, motivés, tellement votre retour d'expérience est conforme à l'idée qu'on pouvait s'en faire dès le départ. Plus-value évidente en matière de qualité des soins. Merci. Plus de questions? Vous êtes convaincu? Vous aviez... Si. Oui, merci. Non, moi, je trouve effectivement votre travail remarquable et vous avez l'air d'en être très heureuse et on l'est pour vous. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas si dans d'autres filières ou d'autres IPA, éventuellement, elles, ont eu des revalorisations salariales. Alors, ce n'est pas vous qui allez les réclamer, mais je n'arrive pas à imaginer pourquoi il n'y a pas une revalorisation salariale qui a... Enfin, je la comprends, hein, sur le fond, c'est trop simple, qui va avec cette augmentation de responsabilité. Et justement, c'est plus... C'est vrai que quand on s'imagine voir ce qui est en train de se passer, même si vous en êtes ravis, ça paraît très anormal. Et je ne sais pas qui va défendre éventuellement la possibilité que des études supplémentaires aillent avec une revalorisation et pas seulement un contentement professionnel. Et l'épanouissement est fondamental, mais c'est vrai que toute amélioration mérite normalement salaire quand même. Ce qu'on se dit, c'est qu'on est au début de la pratique avancée en France et qu'on espère que ça évolue. Si on ne dit pas, ça évoluera pas. À l'heure actuelle, vient d'être revalorisé les actes des IPA en libéral. Donc on se dit que peut-être la grille de la fonction publique va augmenter. Voilà. C'est compliqué parce qu'on a un nouveau métier et que si on en bouge un, on en bouge plein et que même au sein de notre propre profession, il y a beaucoup de concurrence et que voilà, on n'est pas toujours soutenu par même notre propre corps de métier. Et moi, je voulais ajouter que s'il y en a certaines ou certains dans la salle qui veulent devenir IPA mais qui ne savent pas exactement ce qu'on fait, ben moi, je vous invite à venir dans nos CRCM et voir ce qu'on fait concrètement. Voilà. Et on prend des étudiants en stage. Parfait, ben merci beaucoup. Je crois qu'on va conclure cette séance, ce qui nous laisse un peu de temps.